Distinction, only for boss. Distinction, nous vous le recommandons. Contact plus 237 681 60 76 97 plus 228 70 39 14 79. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je pense que depuis plusieurs semaines déjà, vous nous suivez, vous comprenez le principe. Le Togo est dans la fièvre des élections législatives et puis régionales à venir. Et nous avons décidé de donner la parole aux différents leaders des partis politiques. Vous avez vu Jean-Pierre Fabre, Madame Adiamagbo, Thierry Tama et d'autres qui sont déjà passés et d'autres qui passeront également. Le principe demeure le même. Il s'agira de prendre la santé de ces partis-là qui passent pour voir si d'abord ces partis sont en bonne santé, s'ils sont solides avant d'un côté de parler de des échéances électorales en vue. Et ce soir, nous avons avec nous un maître, un juriste. Nous avons affaire à Maître Apévon des FDR. Maître Apévon, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien. Ok. Et vous-même? Oh, je me porte très bien également. Maître Apévon, un peu comme je l'annonçais tout à l'heure dans l'introduction, nous allons parler des élections, mais nous allons, bien sûr, voir si les fautes démocratiques pour la République sont vraiment très solides. Mais avant cela, ce matin, je parle de ce lundi 18 mars 2024, vous avez tenu une conférence de presse sur le sujet brûlant de l'heure qui est la Constitution, enfin les modifications constitutionnelles qui sont en cours de travail actuellement du côté de la commission qui est créée. C'est pas encore venu au niveau des plénières, mais vous avez annoncé, vous avez animé une conférence de presse. Quelle est votre position clairement, exactement là-dessus? Oui, merci. Oui, mais notre parti a animé une conférence de presse ce matin pour dire non à ce qui est en train de se faire. Parce que nous estimons que à plusieurs niveaux, ce qui se passe ressemble à de la forfaiture. D'abord, une assemblée a été mise en place dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2023. Mais cette assemblée, c'est vrai, il y a une disposition de notre constitution qui dit que l'assemblée est en place jusqu'à la mise en place d'une nouvelle assemblée. On n'a pas organisé les élections dans les délais. Et c'est lorsque la machine est lancée et qu'on est à un mois à peine des élections qu'on apprend qu'une proposition de loi a été déposée par l'Assemblée sortante pour modifier notre constitution. Et lorsque nous avons regardé le texte qui a été déposé, ce n'est pas une modification dont il s'agit. On ne modifie pas seulement un ou deux articles. Vous avez vu les textes, vous? Mais bien sûr, on a réussi à l'obtenir. C'est une réécriture totale de la Constitution togolaise. Donc, il nous fait passer du régime présidentiel pour aller à un régime parlementaire, où le chef de l'État ne va plus être élu à un suffrage direct, il va être élu par l'Assemblée. Le chef de l'État, le président de la République, n'est plus le chef suprême de la République, mais il est, lui, comme on le dit dans notre jargon juridique, un inaugurateur de chrysanthème. Donc, il n'a pas de compétences réelles. C'est le chef du gouvernement qui détient tout le pouvoir. Et aussi bien le chef de l'État, le président de la République et le chef du gouvernement ne vont pas être élus par le peuple, mais à travers l'Assemblée, à une séance qu'on dit sans débat. À l'Assemblée, ce sont les élus du peuple qui sont là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis, oui, le fait de vouloir changer un régime de cette nature-là, de cette manière, mais c'est quelque chose qui interpelle les peuples, l'ensemble des Togolais. Ce débat-là doit venir dans la République. On doit nous informer, les gens doivent réfléchir pour savoir est-ce que nous avons intérêt de basculer d'un régime, le régime que nous pratiquons aujourd'hui, vers un autre régime. C'est un débat citoyen qu'on doit faire. Mais un groupe d'individus, ne fussent-ils députés, vont dire que c'est eux qui ont l'apanage de la modification, de l'orientation nouvelle de notre République. Comme ça, en catimini, nous disons que cette affaire-là, c'est de la haute blague. Ça ne se passe jamais comme ça. Voilà. C'est pour ça que nous avons dit il faut qu'il arrête ça. De nous laisser nous concentrer sur les élections. Lorsque l'Assemblée nouvelle qui va prendre place dans un mois après les élections
Mais si ce débat-là est intéressant, bon, que le débat revienne à l'Assemblée. Et si tout ça n'était que du bluff, que c'est peut-être une façon de vous occuper sur deux fronts? Vous avez totalement raison. Vous avez totalement, mais nous ne sommes pas dupes. Ce n'est pas parce que nous parlons de ce sujet-là que nous n'allons pas préparer de manière résolue les élections. On ne va pas se tromper de combat. D'accord. Maître Apévon, vous êtes un ancien du CAR. C'est vrai que vous avez quitté ce parti, ça fait très longtemps. Oui. Mais je pense que de loin, lorsque vous observez un peu ce parti, surtout la crise que ce parti traverse, et jusqu'aujourd'hui où l'affaire est en justice et toujours pas encore sortie, quand vous voyez ça de loin, quel sentiment avez-vous? C'est triste. C'est triste. Vraiment, c'est triste pour moi parce que je le dis honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour Maître Abouibo parce que j'ai eu la chance qu'il m'ait repéré, moi, pour m'amener à aller faire mon stage d'avocat chez lui. Je connais sa grandeur, je connais sa dimension politique. Et c'est avec plaisir que, bon, lorsqu'il m'a fait appel pour aller créer le CAR en 1991, ben, j'ai accepté. J'ai été successivement secrétaire national de ce parti à la création. Je suis devenu vice-président de ce parti et puis président en 2008. C'est vrai qu'il y a eu des dissensions. C'est une question de vision. Bon, on s'est séparés. Mais je peux dire qu'au moment où moi je partais, les graines de ce qui se passe aujourd'hui existaient déjà. Parce que il a beaucoup de valeurs, mais il a l'art de créer aussi un peu les dissensions entre les membres. Donc, les dissensions créées à l'époque déjà, au moment où je partais, c'est ça qui s'est poursuivi. Et puis finalement, après sa mort, la succession a été très difficile. Et c'est la leçon que nous devons tous tirer. Lorsque vous avez une organisation comme ça, vous ne prenez pas les dispositions pour partir et voir votre successeur à l'œuvre avec vos conseils et que vous voulez tout garder jusqu'à la fin et puis sans donner la possibilité d'orienter véritablement la succession. À votre départ, il se pose toujours des problèmes compliqués, difficiles à régler. D'accord. Venons en présent au FDR. Ouais. Alors, les FDR, on les a connus à partir de 2016, quand vous avez quitté le CAR, effectivement. Mais après, lorsque vous étiez sorti de là, il y a eu la C14, vous êtes rentré dans la C14 après. Et ensuite, il y a eu les élections législatives qui sont venues. Les dernières élections présidentielles également en 2020, vous n'aviez pas participé à cela. Aujourd'hui, on se demande, bon, que pèsent concrètement les FDR aujourd'hui sur l'échiquier politique? Mais ce que je veux vous dire, c'est que, effectivement, à la création du parti, nous avons comme credo l'union de l'opposition. Donc, nous avons été, avant même la création de notre parti, bien avant, en 2013, un peu vers les 13 où j'étais président du CAR à l'époque, j'ai initié un regroupement de partis politiques que nous avons appelé Arc-en-Ciel à l'époque. C'est avec Arc-en-Ciel que nous étions allés aux élections de 2013, avec ce que nous avons eu comme résultat. Mais les gens ont apprécié, on aurait dû garder la ligne, mais malheureusement, comme on traîne une maladie au Togo, Arc-en-Ciel s'est disloqué. Et en 2016, nous avons créé notre parti, après les difficultés que nous avons connues au CAR. Mais dès qu'on a créé le parti, nous avons été artisans d'un regroupement. On a créé ce que nous appelons le groupe des 16, le groupe des 6, avec Nathaniel Olympio et compagnie. Et c'est le groupe des 6 qui s'est joint à un autre regroupement qu'on appelle CAP 2015 pour reconstruire, pour faire un regroupement plus large. Oui. Et on en était là, on allait commencer des activités au nom de ce nouveau regroupement quand Tikwi Achadam a lancé son mouvement. Et puis notre regroupement, le nouveau regroupement, s'est joint donc au PNP pour créer la C14 avec l'arrivée après de Maître Abouibo et compagnie. Alors, nous avons malheureusement terminé la course de la C14 qui s'est disloquée, alors que c'était une force réelle pour peser sur les événements. La C14. Bien sûr, le soulèvement que ce mouvement, le succès que ce mouvement, ce regroupement avait eu sur toute l'étendue du territoire, on aurait pu
gérer la chose autrement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, de loin, lorsque vous en parlez avec un peu de regret, quelles sont les leçons que vous avez tirées de l'échec de ce mouvement? Oui, mais les leçons, elles sont importantes pour l'avenir. Elles sont importantes parce que nous sommes en face d'un système qui n'a envie de rien lâcher. C'est un système vieux de plus de 50 ans. Et donc, il y a des dinosaures dans ce parti qui n'ont pas envie de voir une quelconque alternance pour le Togo. Ils sont là, et le réflexe qu'ils ont aujourd'hui, c'est que nous sommes là, nous y restons. Alors, maintenant, pour pouvoir les déboulonner demain, la seule chose, l'alternative la plus crédible, c'est que on ait un minimum d'union au sein de l'opposition. Vous avez essayé ça plusieurs fois, ça n'a pas Oui, mais on ne l'a pas fait sincèrement. C'est ça le problème. Donc vous n'étiez pas sincère toutes les fois, l'opposition n'était pas sincère toutes les fois. Non, l'union, on se regroupe pour faire des manifestations d'une structure que nous appelons regroupement, mais les discussions réelles pour voir comment nous mutualisons nos énergies, comment nous participons à des échéances électorales, on ne l'a jamais fait de manière honnête. La meilleure preuve, c'est qu'on n'a jamais eu d'alliance. Sauf je vous ai parlé tout à l'heure de l'Arc-en-Ciel, c'est la seule fois qu'on a pu réussir une alliance. Mais les autres fois, avec les autres, il n'y a jamais eu d'alliance. Mais vous ne pouvez pas être dans un regroupement sans penser à une alliance électorale. Ce n'est pas possible. Mais ça a toujours échoué. Et c'est surtout au moment où on allait penser alliance que la C14 s'est disloquée et on a pris la malencontreuse décision de boycotter les élections de 2018. C'était une vraie catastrophe. À Tchadam ou Je dirais pas à Tchadam seul, pas à NC seul, pas je dirais, c'est comme c'est un groupe finalement, nous avons pris tous la décision. Même si certains ont subi... Un naufrage collectif. Oui, mais même si nous avons subi après, nous avons commis tous la bêtise de ne pas aller à ces élections. Mais après les élections, après les législatives de 2018, nous avons quand même décidé d'aller aux élections locales. Alors, vous parlez tout à l'heure de ce que pèse le FDR. À l'issue de ces élections locales, nous avons aujourd'hui on a environ une trentaine de conseillers. Et nous avons aujourd'hui 3 maires. Le maire du Golfe 2 à Lomé, 2 maires dans le Vaud, et des adjoints au maire, dans le Golfe 4. Est-ce que c'est un bilan qui vous satisfait? Non, ce que nous recherchons, ce n'est pas de se contenter de quelques mairies et de marcher, c'est pas ça. Nous avons l'ambition de peser sur les événements de demain et changer le cours des événements et aller à l'alternance. Parce que le Togo est le seul pays de la sous-région ouest-africaine ici à ne jamais connaître d'alternance depuis 60 ans, bientôt. Est-ce que c'est peut-être pas quelque part parce que l'opposition a un manque de stratégie? Oui, c'est possible. Moi, je ne vous dis pas, non. C'est tout à fait vrai. Parce que lorsque nous sommes sortis du parti unique, imposé par le général Yadema, dont le fils est actuellement à la tête du pays, lorsque nous sortions de ce régime à parti unique, nous avions eu tous les atouts, toutes les opportunités pour que l'alternance intervienne dans ce pays. Mais toutes les valeurs, les hommes de grand gabarit que nous avions eu à l'époque, que ce soit les Gilles Christ Olympio, les Agouibor, les Ninevi et compagnie, au lieu que ça serve justement de leitmotiv pour le changement, ça a été plutôt l'élément de déclin, parce que ils ne se sont pas supportés, les querelles internes entre les uns et les autres ont fait que nous avons coulé. Nous avons beaucoup de chance à l'époque de réussir notre pari, mais on n'a pas réussi à cause des divisions internes de l'opposition qui se poursuit aujourd'hui. Lors de votre tout dernier congrès, la dernière fois, vous avez évoqué un sujet assez intéressant, c'est-à-dire c'est la place de la jeunesse même dans la politique. Vous estimez que les jeunes se sont désintéressés de la politique et que vous, au niveau du côté des FDR, c'est quand même quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais on vous voit, on se dit, mais si vous voulez vraiment faire la promotion de la jeunesse, pourquoi vous ne cédez pas votre place à un jeune, par exemple? Je veux bien. Moi, je veux bien.
On me pose toujours la question, je dis bien, moi je ne suis pas venu pour m'éterniser. Vous n'en trouvez pas aussi? Non, le problème est que ce n'est pas qu'on n'en trouve pas. Franchement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour gérer un parti politique, mais c'est la croix et la bannière. Parce que le parti politique, les activités du parti, comment on appelle ça, parfois même les problèmes quotidiens de certains des militants. Vous voulez parler d'expérience politique? Ce n'est pas une expérience. La maturité politique. Ce n'est pas ça que je parle. Ce n'est pas maturité. Il y a des gens qui peuvent avoir la maturité, mais vous les mettez à la tête aujourd'hui d'un parti politique. La difficulté est que les ressources dont la personne doit disposer pour pouvoir conduire les activités, c'est ça qui est compliqué. Je sais que ce que ça me coûte aujourd'hui d'être président. Financières. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Est-ce que c'est pas possible aussi d'être président et puis de présenter un jeune aux élections présidentielles, par exemple? Est-ce que moi j'ai déjà présenté? Je me suis déjà présenté à une élection. C'est aussi l'autre grande question. Non, mais je ne me suis jamais présenté à une élection. Je ne suis pas allé aux élections, à l'élection présidentielle de 2020, parce que nous avons annoncé 2 ans avant cette élection que si nous y allons encore dans la division, ça ne donnera aucun résultat. Notre parti ne présentera pas de candidat pour l'élection de 2020. Et nous nous sommes évertués à faire en sorte que l'opposition puisse trouver un candidat. Nous avons été les artisans de ce qu'on peut faire pour trouver un candidat pour l'opposition. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, malgré la volonté des uns et des autres, on a compris à la fin que ceux qui voulaient être choisis on puisse utiliser la manipulation, la manœuvre. C'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Si on avait fait ce qu'on voulait à l'époque, avec honnêteté, droiture, en se respectant, en définissant des critères vrais pour choisir un candidat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je dis que face à ce pouvoir qui nous maltraite tous, qui a tout l'argent du pays, toutes les ressources financières, ils l'utilisent comme bon leur semble, sans rendre compte à personne. Face à un régime comme celui-là, la seule richesse que nous avons, c'est les populations. Nous sommes tous presque des désœuvrés au niveau de l'opposition. Mais pour aller faire ce combat-là, si nous ne le jouons pas au moins sur la mobilisation des populations, qui restent toujours confiants à une alternance. Les populations vous suivent encore aujourd'hui. Oh, mais vous racontez. Vous savez que quand les gens, ça c'est un discours du parti au pouvoir. Ils croient que c'est faire leur machin là, en donnant des prébendes, en distribuant des choses. Ils croient que c'est ça qui fait que les gens ont fait, c'est vrai. Ils ont mis les gens dans une situation difficile. Certains vont aller prendre un peu d'argent. Mais en réalité, un peuple est toujours un peuple. Mais vous reconnaissez quand même que l'opposition est fragilisée. Mais bien sûr. Mais vous reconnaissez que ça peut avoir de l'impact aussi du côté des gens qui vous suivent. Ça a eu des impacts. Voilà. Ça a eu des impacts. Ça n'a forcément rien à voir avec la mobilisation du parti au pouvoir. Non, non, non. Je le dis, le parti au pouvoir croit que lorsqu'il joue à la séduction avec de l'argent, avec la manipulation des consciences et tout ça, c'est ça qui va leur donner la... Mais si réellement il était... Le parti au pouvoir croit fermement qu'il a suffisamment fait du travail et que les gens croient à lui, mais il ne va pas tricher aux élections. Ils auront laissé les élections ouvertes pour voir réellement s'ils sont populaires ou pas. On leur lance un défi, qu'ils réellement, ils fassent les élections à venir dans la transparence, ils verront les résultats. C'est le ministre Bokor qui était ministre de l'Intérieur au moment où les drames sont produits. Il est du pouvoir, il est au cœur du pouvoir avant de partir, mais il dit, mais le pouvoir RPT auquel il a appartenu n'a jamais dépassé le 15% de l'électorat au Togo. C'est lui qui l'affirme, ce n'est pas moi. Alors, on va parler à présent des élections régionales. Et vous faites partie de ces partis qui disent qu'il était impossible d'organiser quand même des élections à la fin de ce premier trimestre et qu'il fallait encore un peu plus de temps. Nous n'avons jamais connu cette situation au Togo. On n'a jamais organisé. D'ailleurs, les élections régionales, on ne les a jamais organisées ici. C'est la première fois, il y a 4 ans maintenant, qu'on a organisé les élections municipales. Alors, nous disons, mais comme c'est des élections qui vont être couplées, mais prenons du temps pour faire, au niveau du gouvernement, au niveau de nous tous, de la sensibilisation pour que les gens comprennent le mécanisme. Et comprennent suffisamment du temps pour qu'après le recensement électoral et la délivrance des cartes d'électeurs qui ont posé énormément de problèmes, après avoir réglé correctement ces problèmes-là, il aurait fallu prendre du temps pour que le mécanisme se déroule.
et que la CENI, qui est censée organiser les élections, nous définisse un chronogramme correct. Mais le chronogramme de la CENI n'est jamais sorti. Mais comment voulez-vous que dans un pays qui veut se prendre au sérieux, une CENI qui organise les élections ne dit pas, oui, de tel délai à tel délai, je vais organiser telle activité, et de tel délai à tel délai, je vais organiser telle autre. Et c'est en fonction de ça que le chef de l'État convoque le corps électoral. Mais on a fait le contraire chez nous. Le chef de l'État se lève un bon matin, convoque le corps électoral pour dire, mais on va aux élections le 20 avril, ou je ne sais pas quoi. Et c'est après son décret convoquant le corps électoral que la CENI décide enfin de sortir un chronogramme. Mais comment? Où se trouve alors l'indépendance de la CENI? Maintenant, ce que vous dénoncez, ou bien ce que vous dites, effectivement, ça n'a pas été suivi comme ça, mais finalement, vous allez aux élections. Mais on ne va plus les laisser. C'est-à-dire que parfois, ils organisent des trucs comme ça, ils nous poussent comme ça, ils créent des difficultés pour nous pousser au boycott. Mais cette fois-ci, on dit on ne va plus boycotter les élections. Alors, si vous ne boycottez pas, vous ne les laissez pas, quel est le mécanisme que vous mettez en place maintenant pour pouvoir peut-être contourner ça, pour qu'à la fin, vous ne dites pas un peu comme d'habitude que vous avez été victime de quelque chose? Mais de toutes les manières, vous saurez que les partis au pouvoir, ils ont toujours eu l'habitude de tricher. Ils tricheront. Mais nous nous préparons cette fois-ci. Et vous avez l'habitude toujours d'être triché. Et vous serez encore triché. Non. Ce que nous disons, nous nous battrons pied à pied pour être présent là où on doit être présent pour empêcher la tricherie. Nous ne disons pas que nous allons éradiquer la tricherie, mais nous allons en limiter les dégâts. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Vous aurez des représentants dans tous les bureaux de vote. Mais bien sûr. Que vous inspire le nombre de députés qui augmente aujourd'hui, qui part à 113? Tout ça, c'est ce que nous appelons les tégolaiseries. C'est les tégolaiseries parce que ce que nous dénoncions, c'était, ou continue de dénoncer, c'est le découpage. Parce que nous avons compris que depuis le début de notre processus électoral, le pouvoir qui continue, qui se prolonge d'ailleurs jusqu'à maintenant, a décidé de faire un équilibre entre ce qu'ils appellent le Nord et le Sud. Ils le disent même, ils ne s'en cachent pas, que le Nord et le Sud doivent avoir le même nombre de députés, peu importe le nombre de populations. On sait qu'il y a une grande agglomération à Lomé, dans la région maritime, et dans les plateaux, mais ils veulent faire la chose de telle manière qu'à partir de Blita et ailleurs, qu'on ait le même nombre de députés. C'est pour ça que vous allez voir certaines circonscriptions électorales qui élisent leurs députés avec à peine 20 000 voix, et vous trouverez que d'autres élisent leurs députés avec 200 000 voix. C'est-à-dire que c'est tellement disproportionné. Et c'est ce que nous combattions. Pour dire non, faites en sorte que, même s'il doit y avoir quelques exceptions, parce que ça existe toujours ailleurs, faisons en sorte que on puisse régulariser un peu la chose, à corriger les disproportions. Alors, nous sommes malheureusement en train d'arriver à la fin de cette émission, mais dites-moi, au regard de tout ça, malgré tout ce que vous avez décrit, ce décor-là que vous avez planté, vous visez combien de sièges aux prochaines élections législatives? Nous sommes présents aujourd'hui dans 20 circonscriptions électorales. On est présents, il y a 39 au total, mais nous sommes présents dans 20. Et notre présence dans ces 20 circonscriptions que nous avons bien ciblées, elle nous permet d'espérer au moins d'avoir un minimum de 20 députés. Voilà. Minimum de 20 députés. Ouais. Mais Maître Apevon, avant de vous remercier pour cet entretien riche que nous avons eu, je veux savoir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent pour 30 secondes? Oui, merci beaucoup. C'est la première fois que je viens à cette émission. Et ça me fait plaisir d'être invité à cette émission. Ce que je voudrais dire, c'est que notre pays, le Togo, est un pays qui est en marche vers son émancipation, son développement. C'est vrai que nous avons continué de connaître des situations difficiles. Mais cette situation-là ne doit pas nous amener à la désespérance. Bien au contraire, refuser de revenir à la surface et de se battre pour obtenir ce que nous voulons et se confiner dans la résignation, elle sera plus catastrophique que continuer à participer à quelque chose. Donc nous invitons les Togolais
même s'ils ont l'impression, je ne dirais pas l'impression, ils constatent avec certaines attitudes que on a failli, l'opposition a commis pas mal d'incohérences dans le passé, mais abandonner la lutte à ce sujet-là ne permettrait pas à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, malgré nous, de laisser tomber le pouvoir un jour. Donc c'est en se battant, en remettant 1000 fois sur le métier, l'ouvrage, et que nous arriverons à bout, à connaître, nous aussi, un jour, l'alternance au Togo, pour ressembler à d'autres pays de la sous-région qui nous regardent. Maître Apevon, merci. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, je rappelle que nous avons discuté ce soir avec Maître Apevon, qui est le président des FDR dans le cadre des élections législatives et puis régionales à venir. Mesdames et messieurs, pour ma part, je vous dirai tout simplement que Dieu bénisse le peuple togolais et qu'il vous bénisse vous également pour la confiance que vous nous renouvelez sans cesse. On se retrouve au prochain numéro.